Au Zimbabwe, le président Emmerson Mnangagwa a reçu le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi en tournée, une visite qui semble mettre fin à la récente querelle qui avait opposé les deux pays en novembre dernier. Des milliers de Gambiens ont défilé dimanche près de Banjul en faveur du maintien au pouvoir pour 5 ans du président Adama Barrow, ceci malgré son engagement initial de ne servir le pays que pendant 3 ans. Et puis Haïti se souvient des victimes du terrible séisme qui a touché sa capitale le 12 janvier 2010. Plus de 200 000 personnes ont péri dans cette catastrophe. 10 ans après le drame, le pays peine à se reconstruire. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Au Zimbabwe, le président Emmerson Mnangagwa a reçu le ministre chinois des Affaires étrangères au State House. Harare était la dernière étape prévue de sa tournée africaine, une visite qui semble mettre un point final à la récente querelle qui avait opposé les deux pays au mois de novembre dernier. Reportage. Après un entretien à Harare avec le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi qui était en visite, le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa s'est réjoui ce lundi de la relation de son pays avec la Chine, malgré une récente dispute publique sur le montant de l'aide bilatérale accordée par Pékin à Harare, ruinée sur le plan financier. Il est très heureux de cette visite et de l'occasion qui lui est donnée de passer en revue nos relations entre la République populaire de Chine et le Zimbabwe sur toutes les questions et il rentre chez lui satisfait de ce que nos relations reposent sur une base solide. L'étape zimbabwéenne était la dernière de la tournée africaine de Wang Yi, qu'il a menée également en Égypte, à Djibouti, en Érythrée et au Burundi. La veille, Wang Yi s'était engagé à renforcer la coopération avec le Zimbabwe lors d'un entretien avec son homologue zimbabwéen. Ces propos semblent mettre un point final à la querelle qui avait opposé les deux pays au mois de novembre dernier. Le gouvernement zimbabwéen avait alors estimé à 3,6 millions de dollars seulement l'aide bilatérale de Pékin entre janvier et septembre 2019, loin derrière celle des États-Unis. Froissé, Pékin avait reproché à Harare de sous-estimer ce chiffre, qu'il avait rectifié à 136,8 millions de dollars. La Chine est le premier partenaire commercial de l'Afrique. Au Zimbabwe, sa présence est particulièrement visible depuis les sanctions de l'Occident imposées pendant près de 20 ans. Signature attendue ce lundi d'un accord de cessez-le-feu entre le chef du gouvernement libyen d'Union nationale, Fayez al-Sarraj, et son rival, le maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, à Moscou. Mais avant, Fayez al-Sarraj a, dans un bref discours à la télévision, appelé les Libyens à tourner la page. Après plus de 9 mois de combats meurtriers aux portes de la capitale libyenne, Tripoli, la signature de cet accord doit devenir un pas supplémentaire dans la désescalade voulue par Moscou et Ankara sur fond de crainte d'une internationalisation accrue du conflit. Le chef du gouvernement d'union nationale reconnu par l'ONU, Fayez al-Sarraj, a ainsi appelé lundi à la télévision les Libyens à tourner la page du passé, à rejeter la discorde et à resserrer les rangs pour se lancer vers la stabilité et la paix. Le chef du groupe de contact russe sur la Libye a indiqué que les deux rivaux devront déterminer à Moscou les modalités du règlement futur en Libye, y compris la possibilité de signer un accord sur le cessez-le-feu et ses détails. Le président français Emmanuel Macron a insisté sur la nécessité que le cessez-le-feu entre les parties en Libye soit crédible, durable et véritable, a rapporté l'Élysée lundi dans un communiqué. L'homme fort de l'Est libyen, le maréchal Khalifa Haftar, qui tente depuis avril 2019 sans succès de s'emparer de Tripoli, sera accompagné de son allié Aguila Saleh, président du Parlement libyen basé dans l'Est. Son rival, Fayez al-Sarraj, du GNA, est pour sa part attendu aux côtés de Khaled al-Meshri, le président du Conseil d'État. Des milliers de Gambiens ont défilé dimanche près de Banjul en faveur du maintien au pouvoir pour 5 ans du président Adama Barrow, ceci malgré son engagement initial à ne servir le pays que pendant 3 ans. Les détails.
Cette manifestation intervient moins de mois après que des milliers d'autres Gambiens sont descendus dans la rue pour réclamer que le président tienne son engagement de 2016 et quitte le pouvoir sans attendre. La charte fondatrice de la coalition 2016 stipulait que le nouveau président dirigerait un gouvernement provisoire pendant 3 ans avant d'organiser une nouvelle élection à laquelle il ne pourrait pas se présenter. Essayer de forcer le président Barrow à partir reviendrait à un coup d'État puisque les Gambiens l'ont élu pour 5 ans, a dit au correspondant de l'agence France-Presse, un de ses sympathisants. Ce rassemblement ouvre une séquence de manifestations dans les prochains jours dans un pays sorti il y a 3 ans de la dictature Jammeh. Les supporters de Yaya Jammeh, qui a dirigé pendant 22 ans un régime de féroce répression, comptent manifester le 16 pour son retour d'exil. Les partisans d'un départ d'Adama Barrow entendent faire de même quelques jours après. Fin septembre, alors que la pression s'intensifiait pour que Barrow respecte cet engagement, une partie de la coalition a accepté qu'il aille au bout des 5 ans. Samedi, l'ancien autocrate Jammeh s'est fait entendre dans son pays à travers l'enregistrement d'une conversation où il réclame le respect de ce qu'il considère comme ses droits, notamment celui de rentrer. Reprise relative des classes dans de nombreux établissements à Buea depuis une semaine, mais ce n'est pas encore la grande affluence, notamment dans plusieurs établissements du chef-lieu de la région du sud-ouest du Cameroun. Des précisions à travers cet élément. Reprise relative de la rentrée scolaire dans de nombreux établissements à Buea depuis une semaine. Mais ce n'est pas encore la grande affluence, notamment dans plusieurs établissements du chef-lieu de la région du sud-ouest du Cameroun. Malgré des dispositions sécuritaires prises par le gouvernement pour parer à toute éventualité, à Bamenda, région du nord-ouest du Cameroun, la ville morte orchestrée par les séparatistes a favorisé la timidité dès le premier jour de la rentrée des classes. Mais cela n'a pas freiné la détermination de quelques élèves et enseignants. Les autorités locales ont salué la résilience des élèves et enseignants présents dès le premier jour des classes. La rentrée scolaire a effectivement eu lieu. Tous les enseignants étaient présents, ainsi que des élèves. Et le travail a bien commencé. Après avoir distribué des kits scolaires et matériel didactique en guise d'encouragement, les autorités locales ont exhorté les parents à accompagner, si possible, leurs enfants sur le chemin de l'école. Cette rentrée, déjà annoncée pour le mois de septembre 2019, n'a pu avoir lieu dans les régions anglophones du Cameroun. Les régions du nord-ouest et du sud-ouest sont le théâtre d'un intense conflit depuis 2 ans qui oppose les forces armées camerounaises à des séparatistes anglophones militant pour la création d'un État indépendant. Hors du continent africain, Haïti se souvient des victimes du terrible séisme qui a touché sa capitale le 12 janvier 2010. Plus de 200 000 personnes ont péri dans cette catastrophe. 10 ans après le drame, le pays peine à se reconstruire et reste confronté à une instabilité politique. Reportage. Dès les premières heures de la journée, les Haïtiens se sont rendus nombreux dans les églises pour participer aux messes célébrées en mémoire des disparus. En présence des membres du gouvernement, de hauts fonctionnaires et de diplomates étrangers, le président haïtien Jovenel Moïse a déposé une gemme au mémorial du séisme érigé à l'extérieur de la capitale, sur le site où des milliers de victimes ont été enterrées dans des fosses communes. Cette première étape des commémorations officielles a été légèrement perturbée par une poignée de contestataires manifestant contre le pouvoir en place. Puis le chef de l'État a, dans un discours, appelé à l'unité dans un contexte de fortes tensions sociopolitiques en Haïti. Le 12 janvier 2010, nous étions ensemble, nous avons mangé ensemble, nous avons dormi ensemble, nous avons pleuré ensemble, nous avons prié ensemble, a dit le président. 10 ans après, Haïti offre malheureusement une autre image au monde. Où est donc passée cette solidarité, interroge celui dont l'opposition réclame la démission.
Il y a 10 ans, les 35 secondes qu'a duré la secousse de magnitude 7 avaient transformé Port-au-Prince et les villes de Gressier, Léogane et Jacmel en champs de ruines, entraînant la mort de plus de 200 000 personnes et blessant 300 000 autres. Plus d'1,5 million d'Haïtiens s'étaient retrouvés sans abri, plaçant les autorités et la communauté internationale devant le colossal défi d'une reconstruction dans un pays sans cadastre ni code de la construction. Mais les attentes sont restées telles, la reconstruction du principal hôpital du pays n'est toujours pas achevée et le travail des organisations non gouvernementales reste indispensable pour pallier les carences de l'État. On est encore loin de la désescalade entre l'Iran et les États-Unis. Dimanche, 8 roquettes se sont encore abattues sur une base aérienne irakienne abritant des soldats américains au nord de Bagdad. Le bilan établi fait état de 4 morts. Le secrétaire d'État américain a condamné cette nouvelle attaque. Voici les images. C'est la deuxième attaque menée contre une base aérienne irakienne abritant des soldats américains depuis la mort du général Qassem Soleimani le 3 janvier dernier. 8 roquettes se sont abattues dimanche sur une base, ont indiqué des sources militaires irakiennes, sans préciser l'origine des tirs. 4 soldats irakiens ont été blessés selon l'armée. Les sources militaires ont assuré qu'aucun soldat américain n'avait été touché. La quasi-totalité des troupes américaines ont déjà quitté cette base située dans la région de Balad après une escalade entre les États-Unis et l'Iran sur le sol irakien. Des responsables des services de sécurité irakiens avaient auparavant indiqué que 90% des sous-traitants américains déployés sur la base avaient été évacués. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a condamné l'attaque dans un tweet. Scandalisé par des rapports sur une autre attaque de roquettes contre une base aérienne irakienne. Je prie pour que les blessés se remettent rapidement et appelle le gouvernement d'Irak à tenir responsables ceux qui sont derrière cette attaque contre le peuple irakien. Depuis fin octobre, des dizaines de roquettes ont été tirées sur des bases irakiennes abritant des soldats américains. L'escalade a atteint un niveau inédit avec une attaque de drone sur ordre du président américain Donald Trump qui a tué le général iranien Qassem Soleimani aux portes de l'aéroport de Bagdad le 3 janvier. L'Iran a riposté le 8 janvier en tirant 22 missiles balistiques sur la base aérienne irakienne située dans l'ouest qui abrite des troupes américaines sans faire de victimes. L'attaque de ce dimanche n'est pas de nature à ramener le calme entre l'Iran et les États-Unis. Du sport, avant de refermer cette édition, au Cameroun, l'équipe locale des Lions Indomptables a entamé son dernier stage de préparation pour les championnats d'Afrique des Nations 2020. Ce regroupement vise à mieux huiler le mécanisme avant d'accueillir le 24 janvier prochain l'équipe nationale locale du Tchad. Sous la direction de Yves Clément Aroga, sélectionneur de l'équipe locale camerounaise, les Lions Indomptables ont entamé au stade annexe numéro 1 de la ville de Douala leur dernier stage de préparation pour le championnat d'Afrique des Nations 2020. Pendant ce regroupement, le coach de l'équipe A' des Lions Indomptables aura juste le temps d'observer de nouveaux joueurs convoqués en sélection. Pour ce regroupement, l'entraînement sera basé sur la possession de balles, la récupération et le pressing haut. Aujourd'hui, c'était déjà voir les nouveaux qui sont entrés là, voir physiquement comment ils sont et les anciens qui sont là, qui ont été avec moi au premier stage et au deuxième stage, un peu technico-tactique, tel que vous avez vu, des séances sur le jeu. Donc voilà. Implémenter notre modèle de jeu qui est basé sur la position de ballon, la récupération, le pressing haut. Donc voilà, nous sommes dans notre thème, quoi. On a un noyau qui est déjà constitué là et après on est en train de colmater les brèches. Donc déjà, puisqu'on a un match déjà le 24 décembre avec le Tchad et nous sommes déjà en train de travailler là-dessus pour 24 janvier. Ici à Douala sûrement ou je ne sais pas encore. Ça va être soit à Limbe ou à Douala, soit ici, sûrement ici. Donc nous sommes là pour avoir une équipe compétitive. Ce troisième stage de préparation en vue du Chan 2020, entamé le 6 janvier dernier, va se poursuivre jusqu'au 26 janvier 2020 dans la capitale économique du Cameroun. Depuis sa nomination le 20 septembre dernier par le ministre des Sports, Yves Clément Aroga, sélectionneur des Lions Indomptables A',
a sillonné les stades de football du Cameroun à la recherche de joueurs talentueux et performants pour la mise en place de son effectif. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.